Bonsoir et bienvenue à cette édition sur EZE Télévision, le sommaire. À quelques mois de la présidentielle de 2021, la candidature de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, est suscitée de part et d'autre pour un nouveau mandat. Dans ce 19h, acteurs politiques et cadres opinent sur le sujet. L'Agence nationale d'identification des personnes annonce dans un communiqué la mise en service des unités de réception des dossiers de demande d'actes de naissance reconstitués et de certification d'identification personnelle. C'est pour assurer un service de proximité aux usagers. Richard Maïdé, l'ancien conseiller à la HAC, s'est entretenu avec le bureau exécutif de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin. Occasion pour lui de faire une projection sur les perspectives. Des précisions dans cette édition. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021 est impérative. C'est ce que pense Sika Yolande Francisco, acteur politique et membre du parti Union progressiste. Elle estime que les réalisations de l'actuel chef de l'État parlent d'elles-mêmes et motivent à susciter le renouvellement de son mandat. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Sika Yolande Francisco au micro d'Abdelkader Achivo. À mon avis, il est d'une nécessité impérieuse que Patrice Talon revienne. Il est important qu'on lui accorde le renouvellement de son mandat, car voyez-vous, de mémoire de Béninois, on n'a pas vu un seul homme politique doté de ce courage de prendre des réformes audacieuses, des réformes sur le plan institutionnel et politique, des réformes concernant la transformation structurelle du pays, des réformes concernant la modernisation de l'administration, des réformes générales globales. Patrice Talon, depuis son avènement au pouvoir, à travers son projet de société, qui fut un projet très important, très intelligent, et ensuite, à travers le programme d'action gouvernementale, a enclenché d'énormes chantiers. Patrice Talon, à travers le PAG, a décliné des axes d'orientation de sa politique sur le plan administratif, politique sur le plan institutionnel, politique sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous voyons à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, les différents chantiers qui sont déployés, qu'effectivement, les engagements qu'il a pris à son accession au pouvoir, il est en train de les observer. C'est un homme de confiance, un homme doté d'une certaine transparence. Ce qu'il a dit, il est en train de le réaliser sur différents plans. Comment peut-on aujourd'hui refuser d'accorder sa confiance à cet homme, de lui accorder le renouvellement de son mandat à travers des micro-trottoirs qui ont été faits? Même la population à la base est impactée par ces changements, cette rupture. Le cadre de vie est transformé. Voyons le PAG qui est axé sur 3 piliers.
Ne parlons plus de celui qui concerne la gouvernance, l'état de droit au Bénin. Allons directement au deuxième qui concerne la transformation structurelle et qui est décliné en 3 cadres. Le premier cadre, le cadre de production. Ensuite, le cadre de dynamisation et le cadre de l'inclusion sociale. Sur le plan de l'inclusion sociale, il y a eu des transformations, il y a eu des choses, des réalisations pour l'assurance des personnes, la prise en charge des personnes indigentes. Il y a eu pas mal de choses. Et sur le plan de l'innovation, il y a la cité de l'innovation de Sémin. Il y a au niveau du tourisme de grands chantiers qui sont en déploiement en ce moment. Au niveau de l'économie en général, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Au niveau des infrastructures, n'en parlons pas. L'asphaltage des routes, voilà tout ce qui est en train de s'accomplir. Et comment voulez-vous qu'en plein chantier, en pleine production, qu'on arrête cet homme audacieux, courageux? Moi, je voudrais simplement encourager les populations à exiger, susciter son mandat, son deuxième mandat, et à demander au président de la République, à son Excellence Patrice Athanase Guillaume, d'être sensible à l'appel des populations et d'accepter de reconduire, de se représenter pour un deuxième mandat afin que le Bénin devienne vraiment un pays développé et qu'on assiste vraiment aux bases, aux jalons d'un développement durable axé sur les objectifs de développement durable. Parlons toujours du renouvellement de mandat de Patrice Talon. Kossi Foster Aïssi, docteur en sciences physiques, professeur émérite de l'Université du Littoral Côte d'Opale, a également opiné sur le sujet au micro d'Abdelkader Achirou. C'est une absolue nécessité pour qu'il revienne. D'abord parce que quand on engage un processus de changement, il est extrêmement difficile de pouvoir le faire sur quelques années. D'autant que ce processus de changement est une transformation en profondeur de notre société. Les outils de développement sont tels qu'il est indispensable que le président Talon revienne pour parfaire, continuer ce qu'il a commencé et surtout le parfaire ce qu'il a commencé. Évidemment, si on repart sur le chantier de son projet de société, les réformes institutionnelles, les réformes de développement, c'est l'ensemble de notre société qui devrait être transformée. Nous avons vu que les réformes institutionnelles ont eu quelques soubresauts, ce qui l'a amené à réadapter sa vision de la société, notamment par rapport à ce qu'il doit faire comme développement. En tout cas, cela a commencé, les transformations d'abord structurelles, les outils de développement que sont les infrastructures, l'énergie et, pour ce qui concerne la société, nos compatriotes, l'agriculture en particulier. Donc nous observons aujourd'hui que les quelques 6 mois à 1 an pour voir le chantier, ensuite projeter sa vision de la société et enfin commencer à son développement. Alors, la différence aussi avec tout ce qui s'est passé par rapport au gouvernement précédent, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des villes et villages du Bénin qui est concerné. La rénovation interurbaine, les chantiers entre les différentes régions de notre pays, parce que l'économie, c'est d'abord des infrastructures. Il faut que les biens et les personnes communiquent. Ensuite, le développement, c'est la maîtrise de l'énergie. Des entreprises, des chefs d'entreprise qui viennent doivent pouvoir disposer de tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer rapidement. Et enfin, et surtout pour la population, le développement, c'est ce qu'ils vont pouvoir manger
au jour le jour et pour leurs enfants. C'est l'ensemble de ces problématiques qui ont été déployées qui nécessitent qu'il revienne parce qu'il n'a pas encore terminé ce qu'il a commencé. Nous le voyons. Prenons par exemple les infrastructures. Celui qui est à Cotonou, celui qui est à Parakou, celui qui est à Tanguita, voit un ensemble d'infrastructures ouvertes. Et elles sont en chantier. Si je prends le cas de la route de Cotonou à Ouida par la Berre, nous sommes à la moitié. Quand on sort du port de Cotonou, on doit pouvoir sortir du côté ouest et également du côté est. Le côté ouest est déjà suffisamment avancé. Le côté est a commencé de l'être parce que, passant du côté de Dantopa, il faut absolument réaménager tout ce secteur-là. C'est pour aller rejoindre l'axe Semempodi-Kalavipota. Cet axe aujourd'hui est en train d'être étudié. Alors que sa jonction Kalavipota-Kokokodi a commencé par l'être. Est-ce que d'ici à 1 an, nous aurons cette autoroute qui va quitter Porto-Novo, arriver à Semempodi, faire le contournement de Cotonou pour aller directement à Kalavipota, rejoindre Kokokodi, peut-être à route des pêches, mais en tout cas, à partir de Kokokodi déjà, il y a Ouida et Lomé, ou déjà à Kalavipota, prendre l'embranchement pour aller à Boycon, à Bombay et le Nord. Nous avons encore beaucoup de chantiers qui sont ouverts et qui ne sont pas encore terminés. C'est ça qui nécessite que le président Talon revienne. Payer ses impôts et taxes en ligne est désormais possible en République du Bénin, recommandé lors de la récente mission de la Banque mondiale et prise en compte par la loi des finances 2020. Le formulaire unique de déclaration des impôts sur salaire et cotisations de sécurité sociale vient mettre fin aux problèmes récurrents de divergence constatés entre les diverses déclarations souscrites par les entreprises auprès de la Direction générale des impôts et de la Caisse nationale de sécurité sociale pour des raisons diverses. Il favorise un meilleur suivi des déclarations souscrites par les deux administrations et une réduction significative des tracasseries et du temps consacré à la souscription des deux déclarations. Je vous invite à suivre la vidéo de présentation réalisée par la direction de la communication. Cette année encore, le climat des affaires au Bénin a connu d'importantes améliorations en matière de paiement des impôts et taxes. Vous êtes une moyenne ou une grande entreprise. Vous désirez déclarer vos cotisations sociales et payer vos impôts sur salaire? Faites-le désormais en un clic et sans vous déplacer à travers le formulaire unique des impôts disponible sur www.iservice.impôts.bj. Vous avez également la possibilité de soumettre vos états financiers sur www.ibilan.impôts.bj. Pour en savoir plus, consultez le site www.doingbusinessinbenin.com. Toujours plus loin pour un meilleur climat des affaires. À compter du 3 août prochain, des unités de réception des dossiers de demande d'acte de naissance reconstitués et de certificats d'identification personnelle seront bientôt installés. C'est ce qu'indique le communiqué de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP en date du lundi 27 juin 2020. Selon le communiqué de la Direction générale de l'ANIP, cette opération est lancée dans le souci d'assurer un service de proximité et soulager la peine des usagers. Ainsi, dès le 3 août prochain, les Béninois peuvent se rendre dans les 13 arrondissements de Cotonou et dans toutes les mairies des autres communes sur toute l'étendue du territoire national pour le dépôt de leur dossier. Mais les usagers doivent strictement respecter le port de masque et observer les gestes barrières recommandés par le ministère de la Santé.
L'ancien conseiller à l'ARAC, Richard Maïdé, a échangé ce matin avec le bureau exécutif de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, présidé par Aurélien Aïssou, au siège du quotidien La Presse du Jour. À Cotonou, parrain de l'association, cette rencontre lui a permis d'évaluer le chemin parcouru depuis sa création en 2013 et de faire une projection sur les perspectives. Suivez-le. Ma satisfaction est totale. Il est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et qu'il y a toujours à faire. Mais j'avoue que pour le chemin parcouru par la Fédération, on a des raisons d'être fiers parce que nous avons vu des jeunes déterminés, nous avons vu des jeunes dynamiques, nous avons vu des jeunes décidés à porter haut le flambeau de la Fédération. Il suffit de voir aujourd'hui un peu comment le paysage médiatique est animé au niveau des associations. Parfois, on se demande si la Fédération est une association fêtière. Pourtant, elle ne l'est pas. Cela simplement parce que, en fait, aussi bien les membres que ceux qui sont à la tête de cette structure ont pris conscience de ce qu'il faut mouiller le maillot et ils le font bien. La chance peut-être, ou bien ce qui constitue leur force, c'est la cohésion. Puisque chaque fois quand moi, j'ai l'occasion de les rencontrer, je constate qu'il n'y a pas de divergence majeure entre eux et que, en réalité, c'est des confrères qui se retrouvent à tout moment et qui pensent au devenir de la fédération. Il n'y a pas de raison que dans ces conditions, on ne constate pas une avancée en ce qui concerne cette structure-là. C'est vrai, je l'avais dit au début, qu'on ne peut jamais tout faire. Oui, eux-mêmes, de nos échanges, ont reconnu que tous les objectifs ne sont pas atteints et qu'ils doivent davantage retrousser les manches. C'est vrai, je le leur dis, une structure n'est forte que lorsque les membres qui la composent sont forts. Il faut qu'ils y pensent, qu'ils fassent en sorte que les membres de la fédération soient de véritables professionnels des médias. C'est important. Et quand vous les regardez, au fait, la relève se situe à ce niveau. C'est au niveau de la fédération qu'on aura la relève. Je ne peux que les encourager. Je ne peux que les exhorter à poursuivre sur cette voie. Parce que, au fait, je reste convaincu de ce que c'est la voie du salut. Quand un travail est fait et bien fait, ça ne donne que de bons résultats. Alors, il n'est pas question pour eux de dormir sur leur laurier en disant « bon, nous avons fait déjà l'essentiel ». On ne finit jamais de faire l'essentiel. Quand on fait l'essentiel, on ne fait plus que l'essentiel après, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fait de petits pas qui, à la longue, deviennent de grands pas. Je leur souhaite courage et détermination encore, même si de temps en temps, ils rencontrent des obstacles. C'est humain, c'est ça qui fait avancer aussi. Il faut avoir le courage de surmonter ces obstacles-là et de partir. Célébrer avec faste et pompe, la fête de l'indépendance de cette année sera réduite au strict minimum en raison de la pandémie du coronavirus. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou en parlent au micro de Nadège Amsou, Nafissat Hassani et Jeff Teongé. Si on parle de fête, il ne faut pas oublier que la maladie, quand ça attaque, bon, c'est un autre problème ça. Donc on ne peut pas regarder à cause de la fête et banaliser les conséquences de la maladie. Le président peut proposer des activités simples, peut-être des débats, il peut organiser des débats à la télévision. Dans les salles de fête, on peut organiser des rencontres ou bien inviter quelques artistes et le nombre de spectateurs serait limité. Vu que l'indépendance est une fête nationale et obligatoire chaque année,
il faudrait tout au moins qu'on puisse organiser l'indépendance cette année, bien en faisant quand même attention aux gestes barrières, à ce qu'il y ait beaucoup plus de sécurité, parce que c'est vrai que nous sommes souvent très nombreux à y assister, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faudrait suspendre l'événement et la célébration de l'indépendance cette année. Le président pourrait peut-être limiter l'accès à beaucoup de personnes. Seules les grandes personnalités ou un nombre restreint d'invités peuvent y participer à la manifestation. Le défilé peut y avoir lieu. Et là, son automne, 1 mètre, et non 1 mètre de délai. Donc, mes cas, c'est quand on est au bord. Nous avons tomé, si nous, maintenant, qu'on bloque à son tomé, on peut sans support. Bah, quand on bloque, clé nous met. Bah, on a tchatcho pom. Mais si tu as tomé, si l'habitude, pour le club, on a son tomé. Mais si tu as son tomé, tu arrive au DJ. Donc, on est en dehors. Je vois que le gouvernement a bien fait de ne rien organiser. Bon, je l'ai dit comme ça parce que voir l'élan que la maladie Covid-19 est en train de prendre au Bénin, le chiffre augmente de jour en jour. De même, le décès aussi augmente de jour en jour. Bon, on nous sensibilise en disant que de ne pas se regrouper à quelque part pour attraper cette maladie. Mais pour éviter ça, donc vaut mieux qu'on arrête toutes ces cérémonies pour éviter l'augmentation des chiffres au Bénin et pour être en sécurité aussi. Je crois que la fête de l'indépendance, ça ne se fête pas seulement grâce au défilé. Je crois qu'il y a une cérémonie réservée à ceux-là, aux martyrs. Donc, pour ma part, ce serait possible d'honorer ces gens-là sans faire de défilé. Non, peut-être tout gagner. Peut-être mais der pour mettre vraiment pour tout grand association et tout bien bon et c'est peut-être nous y a et tout grand l'idée pour des temps crème mais en bleu mais tout bleu mais der pour ça pour un bleu. La toxicomanie a des effets dévastateurs sur l'organisme. Elle affecte également le statut social du consommateur. Selon Dr Evelyne Clipo, une bonne frange de la population est sujette à la toxicomanie sans le savoir. L'usage trop fréquent, l'accoutumance et la dépendance de certains produits y contribuent facilement. Dr Clipo a développé la question au cours de son exposé du vendredi 24 juillet dernier à la Maison des médias de Cotonou. C'était dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la toxicomanie initiée par le Lions Club Cotonou Emeraude qui couvre tout le mois de juillet, suivant son intervention au micro de Carles Kidomé. Ceux qui ralentissent, nous les appelons les dépresseurs. Ils vont demander au cerveau de diminuer d'intensité. Et parfois, on a certains de nos clients, je vais dire clients ou malades, qui disent les dépresseurs peuvent te faire dormir debout. Tu prends et tu dors là où tu l'as pris parce que ça fait ralentir le cerveau. Et c'est généralement le cannabis, ce que les jeunes appellent tabac, gay, le joint, la weed. Ils ont tellement de noms pour appeler le même produit que quand on n'est pas dans le domaine, on ne sait même pas de quoi ils parlent. Il y a la morphine et les dérivés morphiniques. Ceux qui sont utilisés, énormément utilisés, c'est le tramadol. Le tramadol qu'on peut trouver en pharmacie, mais le tramadol qu'on trouvait
chez les vendeurs ambulants, chez les vendeurs de café, parce qu'ils font comme ça, clo, dans les quartiers, c'est pour vendre du tramadol, c'est de l'opiacé. Et ceux qui utilisent l'héroïne même, la poudre, en jargon des consommateurs, ils appellent ça off ou la ligne. Ils ont leur propre jargon, mais il faut être dans le domaine pour comprendre, parce que parfois eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de consommer. Et enfin, le troisième groupe d'action, c'est les perturbateurs. Eux, ils vont donner l'impression au cerveau que la chose existe, mais ça n'existe pas. On parle d'hallucination. Je vais voir quelque chose, peut-être ici, tous ensemble là, moi je vais voir un serpent, des animaux sauvages, alors que ça n'existe pas, car ces substances-là ont perturbé le fonctionnement du cerveau. Et je peux prendre la route parce que je vais dire, il y a un serpent, il y a un lion dans cette salle, et courir et tout le monde va voir que, mais il n'y a rien. Cette personne vient de, entre griffes, péter les plombs. Donc, c'est ces actions-là. Et quand ils accélèrent, ralentissent et perturbent, ils agissent sur les émotions, ils agissent sur l'humeur, c'est-à-dire l'humeur, c'est ça qui nous permet d'être heureux ou malheureux, triste, détendu. Ils vont agir aussi sur notre comportement. On peut devenir agressif, dangereux ou carrément cool jusqu'à mourir de faim. Parce que n'ayant pas faim, on ne prend pas d'aliments, on maigrit ou dans les perturbations, se mettre en danger, conduire rapidement, mais on ne sent pas les effets de la vitesse. Donc ils vont avoir de ces difficultés-là, sauter parce qu'ils ont vu du feu, des choses dangereuses, se défenestrer, sauter d'un pont, sauter d'un véhicule. On a vu des consommateurs avoir de ces genres de problèmes. Les conséquences sont multiples. J'aborde là les organes. Mais les autres conséquences, je vais dire socio-culturelles. Un élève va être déscolarisé car il consomme de la drogue. Un apprenti peut être décroché de sa formation. Un travailleur va perdre son emploi. Même l'alcool qui est autorisé, lorsqu'on va au niveau de la dépendance, c'est tout qui est perturbé. Donc il peut perdre son emploi. Il peut être désinséré socialement. Il peut perdre sa femme, son mari, si c'est une femme, ses enfants. Parce que quand vous êtes consommateur de drogue, la société a un regard, je vais dire entre griffes, négatif, péjoratif par rapport à vous, et vous êtes marginalisé. Le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin poursuit sa tournée dans des organes déconcentrés. Une semaine après son déplacement sur Porto Novo, le président René-José Sagbo, accompagné de quelques membres, est allé échanger avec les adhérents et sympathisants de l'Atlantique à Alada ce samedi 25 juillet 2020. Alada est la deuxième étape de la tournée du bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, dans ses coordinations. Comme à Porto Novo, le président René-José Sagbo et sa suite viennent présenter la vision de la nouvelle équipe et ses attentes aux adhérents et sympathisants de l'Atlantique. L'objectif du bureau exécutif, conformément à son programme d'activité, et ceci après l'étape de Porto Novo, est de venir échanger avec les membres de la coordination et les reporters, journalistes sportifs de l'Atlantique. Échanger pour pouvoir dire ce que c'est que le réseau, ce que le réseau attend de la coordination et profiter pour bien expliquer le cahier de charge. Vous devriez vous organiser de manière à faire des activités qui vous donnent une certaine visibilité dans le département, qui donnent une visibilité du réseau des journalistes de sport au Bénin.
À la suite de la communication des membres de la délégation, les reporters sportifs de la région ont exposé leurs préoccupations et doléances. Au sein du réseau, pourquoi ne pas de créer un mensuel en fond ou en dindi, faire le résumé des activités sportives dans ces langues-là et il faut les publier. Je pense que ça pourra provoquer beaucoup de révolutions au sein du sport. Nous sommes dans un domaine très vaste. Je voudrais que le bureau exécutif puisse mettre un accent particulier sur la formation de ces nouveaux gens sportifs-là. Bon, le golf et le tension ne sont pas si nouveaux, mais ces disciplines ne sont pas familières à l'ensemble. Le président René José Sagbo a rassuré ses interlocuteurs sur la prise en compte de la plupart des problèmes dans la feuille de route du Bureau national. Les interventions tournent autour de la nécessité de la formation. Et sur ce point, je voudrais vraiment vous rassurer que vous ne serez pas déçus. En 2012 et 2016, nous avons travaillé dans le contexte de la spécialisation avant même qu'aujourd'hui la question soit beaucoup plus accrue. En marge de la rencontre, le bureau exécutif devrait procéder au renouvellement de la coordination. Mais en lieu et place, le chef de la délégation a juste nommé le coordonnateur en la personne de Jacob Ojo, conformément à ses prérogatives. Conformément aux dispositions de l'article 17 et 18 des statuts du réseau des journalistes sportifs, le président du réseau des journalistes, dans ses attributions, nomme le coordonnateur au niveau des zones régionales. Et vu ce qui précède, nous avons décidé de reconduire au poste de coordonnateur M. Ojo Kekeli pour le prochain mandat. Les autres postes de la coordination vont être pourvus dans quelques jours dès que les membres vont se conformer aux tests du RJSB. Le directeur de la Voix de la Lama, Moukaram Kosoko, et le directeur du Centre des loisirs, de la culture et des sports d'Alada, Arnaud Gbenaou, ont présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. À la fin de la rencontre, quelques participants se sont exprimés, ainsi que le nouveau coordonnateur du dit réseau dans le département de l'Atlantique, Jacob Ojo. Je dois remercier le bureau exécutif national qui se bat surtout pour le développement de ces activités sur le plan national et précisément dans l'Atlantique. Le développement du sport dans chaque zone ou soit dans chaque département doit être l'œuvre des journalistes sportifs. Quand je dis l'œuvre des journalistes sportifs, c'est eux qui doivent relayer les informations pour que le public ait de plus en plus de détails sur ce qui se fait dans chaque zone. Un réseau est encourageant, c'est un réseau qui motive un journaliste sportif que nous sommes. Et je vois que les attentes, les perspectives qui nous ont énumérées sont des solutions à nos maux pour pouvoir s'en sortir et de la précarité dans laquelle nous sommes et encore motiver un journaliste sportif à aller plus de l'avant dans son métier. Cette tâche de coordonnateur du réseau au niveau de l'Atlantique est une grande tâche que nous comptons assumer comme cela se doit. Nous n'allons pas épargner, aucune commune du département de l'Atlantique. Les reporters sportifs de l'Atlantique seront mis à l'œuvre pour que nous puissions réussir, n'est-ce pas, cette lourde tâche que le Bureau national nous a confié. Et je crois que le sport va devenir encore une fer de lance pour le développement de chaque commune du département de l'Atlantique. Et nous demanderions à tous nos maires, les maires de ces communes-là,
du département et les chefs d'arrondissement ainsi que les chefs villages, chefs quartiers de nous accompagner lorsqu'il y a des événements sportifs dans leur localité, lorsqu'il y a des activités, ils n'ont qu'à rendre visibles ces activités, ces événements sportifs et rendre visible, c'est appeler les reporters sportifs pour qu'ils puissent venir couvrir ces événements et ces activités qu'ils auront à mener dans leur localité. La page internationale de cette édition revient sur la proposition de la suspension des 31 députés contestés par les chefs d'État de la CEDEAO pour envisager une sortie de crise. La décision de la Cour suprême du Burundi qui casse la condamnation de Jamé Rukuki, la Nouvelle-Zélande rend le protocole d'extradition qui existait entre elle et la Chine, une compilation de Anaël Doou-Jano d'Opéon. Au Mali, la CEDEAO recommande le départ de 31 députés contestés, y compris le président du Parlement Moussa Tembine, le lundi 27 juillet 2020, lors d'un sommet virtuel pour apporter des solutions à la crise politique actuelle dans le pays. En plus de cette décision, la CEDEAO, dans cette conférence dirigée par le président nigérien Mahamadou Issoufou, a pris d'importantes autres résolutions, notamment des sanctions pour tous ceux qui tenteront d'entraver le processus de normalisation de la crise malienne. Pendant cette séance d'échange qui a duré près de 2 heures, les chefs d'État ont également proposé une recomposition de la Cour constitutionnelle. En cas de difficulté dans l'application de cette mesure, le président Ibrahim Boubacar Keïta, en se basant sur l'article 50 de la Constitution, pourra nommer les 9 membres de l'instance constitutionnelle. La CEDEAO a par la suite recommandé l'installation d'un gouvernement d'union nationale, recommandation à laquelle se soumet le président malien. En Chine, les autorités sanitaires ont indiqué ce mardi 28 juillet 2020 des porteurs du coronavirus venus d'un foyer d'infection du nord-est du pays. Ce foyer a participé à diffuser le virus dans 5 provinces, dont celle de Pékin, située à plus de 1200 km. Dans ce but, les autorités de Dalian ont annoncé dimanche 26 juillet 2020 un dépistage massif des habitants. Ainsi, ces autorités ont indiqué lundi que 1,68 million de prélèvements ont été effectués. La situation reste pour l'instant largement maîtrisée au niveau national, avec seulement 391 malades traités dans l'ensemble des pays, a indiqué le ministre de la Santé. La Cour suprême de Burundi a désapprouvé l'arrêt de condamnation de Jamé Rukuki de la Cour d'appel de Ntangwa à Bujumbura. Selon la haute cour de juridiction du pays, cet arrêt qui a condamné l'activiste burundais est une violation des droits civils et politiques. Jamé Rukuki a été condamné en 2016 pour participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, attentat contre l'autorité de l'État et rébellion. Il a été condamné en première instance par la Cour d'appel de Ntangwa à 32 ans de prison. Jusqu'à ce jour, aucune date n'est prévue pour un nouveau procès concernant ce dossier. La Nouvelle-Zélande a suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong le mardi 28 juillet 2020. C'est en raison de la profonde préoccupation du dit pays et de la nouvelle loi de sécurité que la Chine a imposée au territoire en imitant le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Il n'y avait pas de réaction prompte de Pékin, mais la diplomatie chinoise a déjà prévenu que des pressions contre la Chine sur cette loi controversée représenteraient une ingérence grossière dans les affaires intérieures du géant asiatique. Rappelons que ces 3 partenaires de la Nouvelle-Zélande au sein de l'Alliance des services de renseignement Five Eyes ont aussi interrompu leur traité d'extradition avec Hong Kong, tandis que les États-Unis ont annoncé vouloir faire de même. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.